2026, c'est clairement l'année de Spider-Man. Parce qu'entre Brand New Day qui a pété les scores avec une bande-annonce avec plus d'1 milliard de vues, Spider-Man Noir disponible actuellement sur Prime Video, et sans même parler des prochains Avengers, la hype est à son maximum. Mais s'il y a bien un projet qui a tout changé, c'est Spider-Man No Way Home. Parce que pour la première fois à l'écran, on a réuni les 3 Spider-Man. 3 versions différentes du même héros, et ça nous a plongé directement dans un concept clé, le multivers. Un monde où chaque univers possède sa propre version du personnage qu'on connaît. Et dans le cas de Spider-Man, ça va très loin. Très loin. Parce que selon les univers, Spider-Man peut être quelqu'un d'autre, avoir une autre histoire ou même devenir quelque chose de totalement différent. Et ce concept a été encore plus poussé dans les 2 films d'animation Spider-Man Into the Spider-Verse et Spider-Man Across the Spider-Verse. Il nous plonge vraiment dans des univers complètement différents. On découvre des centaines de versions de Spider-Man, chacune avec son propre style, sa propre personnalité. Certains sont très proches des héros qu'on connaît et d'autres sont totalement inattendus, voire complètement absurdes. Et c'est justement là qu'on réalise à quel point le multivers n'a plus vraiment de limites. Alors bienvenue dans ce dossier interdit du cinéma où on va explorer les différentes versions de Spider-Man du plus iconique au plus what the fuck. C'est parti. Mais avant de vous parler des différentes versions de Spider-Man, il faut comprendre un concept essentiel, le multivers. Ou le multiverse, je sais pas comment vous le dites. Le multivers, c'est l'idée qu'il n'existe pas qu'une seule réalité, mais une infinité d'univers parallèles. Et dans chacun de ces univers, les choses peuvent être différentes. Mais pour vraiment comprendre le multivers, il faut parler d'un autre concept, les timelines. Alors vous inquiétez pas, il va y avoir plein de mots, ça va paraître bizarre, mais si vous écoutez bien, en principe, j'ai bien écrit la vidéo, vous allez bien comprendre ce qu'est le multivers. Une timeline, c'est tout simplement une histoire qui se déroule dans le temps. C'est une suite d'événements du passé au présent jusqu'au futur. Par exemple, on va prendre le cas de Spider-Man, il se fait mordre par une araignée, il perd son oncle, il devient un héros, et tout ça, ça s'appelle une timeline. Une seule version de son histoire. On est, on vit, on galère et on meurt. Une timeline quoi. Mais si un événement important change, la timeline se divise. Une nouvelle version de l'histoire apparaît et cette nouvelle timeline devient une nouvelle réalité complète. Et chez Marvel Comics, un univers est appelé Terre. Donc univers égale Terre. Tout simplement. Donc pour faire simple, une timeline c'est une histoire. Un univers c'est une réalité complète. Et une Terre, c'est le nom qu'on donne à cet univers, tout simplement. Mais attention, toutes les décisions ne créent pas une nouvelle timeline. Sinon, chaque fois que tu changes d'avis, ça crée un nouvel univers, et ça, c'est chiant. Et chez Marvel, c'est surtout les événements majeurs qui changent vraiment le cours de l'histoire, et qui peuvent créer une nouvelle réalité. Je vais prendre plusieurs exemples pour vous expliquer. On commence par le film Avengers Endgame. Dans ce film, les Avengers voyagent dans le passé pour récupérer les pierres de l'infini, mais à ce moment-là, Bruce Banner explique un truc super important. En gros, il dit que le voyage dans le temps ne fonctionne pas comme on le pense. Si tu retournes dans le passé, ce passé devient ton futur. Et ton présent ne change pas. En gros, tu peux pas modifier ta propre timeline. Et ça, on le voit directement dans le film. Quand ils retournent à New York en 2012 pendant le premier Avengers, ils essaient de récupérer le Tesseract. Mais à cause d'une erreur, Loki le récupère et s'échappe. Sauf que ça n'était pas censé arriver. Parce que dans la timeline originale, Loki est censé être arrêté. Du coup, ça veut dire qu'à ce moment-là, ils viennent de changer un événement hyper important. Et au lieu de modifier leur présent, ça crée une nouvelle version de l'histoire. Donc ça veut dire que si moi je retourne dans le passé, c'est-à-dire à hier, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est mon futur. Si je change un événement majeur, aujourd'hui, ça ne va pas changer. Ça va juste créer une nouvelle réalité parallèle. C'est-à-dire que là, je suis en train de tourner la vidéo, sauf que parallèlement, j'ai créé un nouvel univers parce que hier, j'ai changé un truc hyper important. Tu captes ? Du coup, au lieu de modifier leur présent, ça crée une nouvelle version de l'histoire. Du coup, ça crée une nouvelle timeline où Loki s'est échappé. Donc, il y a une version où Loki s'est fait arrêter par les Avengers où il va en prison à Asgard, ce qui donne Thor 2, etc. Et une version parallèle de la réalité où là, il s'est échappé et du coup, ça donne la série Loki où il est justement avec le TVA, etc. Voilà, donc 2 mondes parallèles. Donc, un Loki emprisonné à Asgard par Thor et un Loki dans le TVA. Voilà. Et du coup, on peut dire que cette timeline, donc dans la série Loki, c'est devenu une nouvelle réalité. Donc, un nouvel univers. Tu captes ? Et c'est pareil à la fin du film avec Captain America. Il retourne dans le passé pour vivre avec Peggy Carter et ça crée une autre version de l'histoire, une autre réalité où il fait un choix différent. Donc il y a une réalité où il est toujours Captain America, donc il y a tous les événements de Avengers, Captain America 2, 3, etc. qui se passent, et il y a une autre version où il est resté dans le passé avec Peggy. Ouais, donc il a foutu le bordel Captain America. Entre Loki et Captain, franchement c'est n'importe quoi. Du coup ce que nous montre Endgame c'est très simple. Changer notre passé ne modifie pas notre présent. Ça crée tout simplement une nouvelle réalité. Voilà. Je vous prends un exemple tout con, parce que j'ai l'impression que je ne sais pas m'exprimer. Par exemple, je sais pas, là on est lundi. Je tourne ma vidéo, d'accord ? Je vais dans le passé, donc dimanche. Ce que je fais, c'est que je prends mon bureau, ma caméra et tout, je jette tout par la fenêtre. Il n'y a plus de matériel pour tourner ma vidéo. Donc ça veut dire que dès que j'arrive à lundi, j'ai plus de matos. Sauf que je suis à dimanche, j'ai tout jeté. Moi, je peux plus tourner ma vidéo demain. Donc ce que j'ai fait,
vu qu'on va dire que c'est un événement important, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une autre timeline. C'est-à-dire que j'ai créé une version où je n'ai plus mon bureau, je n'ai plus mon matériel pour tourner la vidéo. Et j'ai la version principale où là, je tourne ma vidéo. Donc, il y a 2 lundis qui se passent. Il y a le lundi A, où je tourne ma vidéo, ce qui était prévu. Et le lundi B, vu que je suis parti dans le passé, il y a le lundi B qui fait que je n'ai plus de matos, du coup, il n'y a pas de vidéo, tout simplement. Voilà. Vous avez compris ? Là, comme deuxième exemple, on va parler de Spider-Man No Way Home. Et là, c'est autre chose parce qu'il y a plusieurs Spider-Man d'univers différents qui arrivent dans le film. Au début du film, Peter Parker demande à Doctor Strange de lancer un sort pour que tout le monde oublie qu'il est Spider-Man. Et pendant le sort, Peter n'arrête pas de le modifier. Et ça dérègle complètement le truc. Et à cause de ça, le sort va ouvrir des failles entre les univers. Et c'est là que les personnages d'autres réalités commencent à arriver dans le MCU. Et du coup, ce film-là, c'est une porte d'entrée à tous les autres Spider-Man qu'on a connus, du coup celui de Sam Raimi et celui de Mark Webb, de venir dans le MCU. On voit par exemple Dr. Octopus, le Bouffon Vert, mais surtout les Spider-Man de Tobey Maguire et Andrew Garfield. Et ça, c'est hyper important parce que ces Spider-Man ne viennent pas du même univers. Ils ont chacun leur propre histoire, leur propre passé, leur propre événement. Ils ont vécu la mort de personnages différents, ils ont combattu des ennemis différents. C'est pas des variantes du même Spider-Man. Ce sont des Spider-Man qui viennent carrément d'univers différents avec chacun leur propre vécu. Et du coup, No Way Home nous montre un autre aspect du multivers. C'est pas seulement des timelines qui se créent, c'est aussi des univers déjà existants qui peuvent entrer en contact. En gros, plusieurs réalités différentes qui coexistent en parallèle. Un troisième film qui va me permettre de vous expliquer le multivers, c'est Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et là, on voit un autre niveau du multivers parce que dans ce film, Doctor Strange voyage à travers plusieurs univers. Et on découvre que ces réalités ne sont pas sans danger. Et à un moment donné dans le film, on apprend un phénomène qui est appelé incursion. En gros, c'est quand 2 univers entrent en collision. Et ça peut provoquer la destruction de l'un, voire des deux. Et du coup, ce phénomène-là, les incursions, on pourra les retrouver dans les prochains films Avengers Doomsday et Avengers Secret War. Mais vous inquiétez pas, c'est sujet à d'autres vidéos. Et certaines versions de Strange sont considérées comme dangereuses, parce que dans certains univers, il a déjà causé ce genre de catastrophe en manipulant le multivers. Du coup, dans certains univers, Strange a déjà causé des incursions. C'est une dinguerie. Et là, le film nous montre clairement un truc. Le multivers, c'est pas juste des univers différents, c'est aussi un équilibre fragile qui peut s'effondrer si on va trop loin. Chez Marvel Comics, chaque univers a un numéro, et comme on l'a dit tout à l'heure, un univers est égal à une Terre. Par exemple, la Terre 616, c'est l'univers principal des comics, celui où on retrouve des versions classiques des héros comme Spider-Man, Iron Man ou alors Captain America. Mais il existe plein d'autres Terres avec des versions différentes. Par exemple, la Terre 1610, c'est l'univers Ultimate. Et c'est là où on retrouve Miles Morales, une autre version de Spider-Man. Mais ça, on va en parler plus tard. Il y a aussi des univers beaucoup plus sombres, comme celui de Spider-Man noir, ou même des réalités complètement décalées, avec des versions différentes des héros. Donc au final, chaque numéro de Terre correspond simplement à une réalité différente, avec ses propres personnages, ses propres règles et sa propre version de l'histoire. Donc au final, le multivers, c'est quoi ? Je l'explique 40 fois déjà. Le multivers, c'est tout simplement l'ensemble de toutes les réalités qui existent. Chaque timeline qui change peut créer un nouvel univers, et chacun de ces univers possède ses propres règles, ses propres personnages et sa propre histoire. Le multivers, c'est une infinité de versions d'une même réalité qui existe en parallèle. Voilà c'est quoi le multivers. Et dans le cas de Spider-Man, ça crée des versions complètement différentes, parfois stylées, parfois étranges et même parfois flippantes. Alors aujourd'hui, on va les découvrir. Le premier, c'est Miles Morales, créé en 2011 dans l'univers Ultimate, donc la Terre 1610. Miles est un adolescent comme Peter Parker, mais avec une histoire complètement différente. Dans cet univers, il y a bien un Peter Parker au départ, mais il meurt en combattant le Bouffon Vert. Et c'est justement après sa mort que Miles apparaît. Ce qui est super important, c'est que Miles ne remplace pas juste Peter, il hérite d'un symbole. Il devient Spider-Man dans un monde qui vient de perdre son héros, ce qui crée une énorme pression sur lui. Miles, c'est un jeune de Brooklyn, plus réservé, plus introverti, qui vit avec ses parents, avec une mère infirmière et un père policier, ce qui ajoute aussi des enjeux personnels très forts. Il se fait mordre par une araignée génétiquement modifiée, issue des expériences liées à Oscorp, et c'est qui lui donne du coup ses pouvoirs. Il possède la force, l'agilité et l'essence d'araignée, mais il a aussi des capacités uniques que Peter n'a pas. Il peut devenir invisible, ce qui lui permet de disparaître complètement, et il possède le Venom Blast, une charge bioélectrique capable de paralyser ses ennemis, voire même de les mettre KO. Au début, Miles se doute énormément de lui. Il n'est pas sûr d'être à la hauteur de Spider-Man, et c'est ça qui le rend humain. Contrairement à Peter, il ne choisit pas vraiment ce rôle, et il est obligé de grandir avec cette responsabilité. Et du coup, avec le temps, il devient un héros à part entière, avec sa propre identité, son propre style et une manière différente d'incarner Spider-Man. Et aujourd'hui, c'est clairement l'un des Spider-Man les plus importants du multivers. Et c'est notamment les 2 films d'animation Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse qui ont permis de le faire découvrir au grand public et de montrer la richesse de son personnage. Ensuite, on a Gwen Stacy, aussi connue sous le nom de Spider-Gwen. Elle vient d'un univers différent, la Terre 65. Dans cette réalité, c'est elle qui se fait mordre par l'araignée radioactive et pas Peter Parker. Donc dès le départ, tout est inversé. Gwen devient donc Spider-Woman, tandis que Peter, lui, n'est pas Spider-Man. Et dans cet univers, Gwen et Peter sont amis.
Et Peter est quelqu'un de solitaire, rejeté par les autres, qui vit très mal sa situation. Il admire Gwen mais se sent inférieur, inutile, incapable d'être comme elle. Et à force d'être ignoré et humilié, il décide de devenir quelqu'un d'autre. Et mène alors des expériences sur lui-même et se transforme en lézard. Mais il perd le contrôle et Gwen est obligé de l'affronter. C'est une dinguerie, dans cette version, c'est le lézard Spider-Man. Enfin, Peter Parker. Et pendant le combat, Peter meurt. Et c'est ça qui crée toute la culpabilité de Gwen. Parce que même si elle ne voulait pas lui faire de mal, elle n'a pas réussi à le sauver. Elle a perdu quelqu'un qu'elle connaissait, quelqu'un qu'elle aurait pu aider. Et en plus de ça, aux yeux du monde, c'est elle la responsable. La police la considère comme une menace et son propre père, capitaine de police, la traque sans savoir que c'est sa fille. Et ça crée une énorme pression sur elle à la fois en tant qu'héroïne et en tant que personne. Gwen possède les pouvoirs classiques de Spider-Man. Force, agilité, réflexe et sens d'araignée. Mais elle se démarque surtout par son style. Elle est beaucoup plus acrobatique avec un côté presque artistique de sa façon de se battre. Elle a aussi un univers visuel très marqué avec une ambiance plus moderne, notamment dans les comics où elle fait partie d'un groupe de musique. Mais ce qui rend Gwen vraiment unique, c'est ce poids émotionnel. Elle ne combat pas seulement des ennemis, elle combat aussi sa culpabilité, son image aux yeux du monde et le regard de son propre père. Et comme Miles Morales, elle a explosé en popularité grâce aux 2 films d'animation. Et enfin, on a Miguel O'Hara, le Spider-Man du futur. Et lui, c'est clairement l'un de mes préférés. Miguel O'Hara vient de l'année 2099, dans un monde futuriste où la science a complètement remplacé les valeurs héroïques qu'on connaît. Miguel n'est pas un adolescent comme Peter ou Miles, c'est un adulte, un scientifique brillant qui travaille pour une entreprise appelée Alchemax. Au départ, il n'a rien d'un héros. Il est même plutôt froid, détaché et très rationnel. Mais tout bascule lorsqu'il tente de quitter l'entreprise et que son ADN est modifié de force lors d'une expérience. Son ADN est fusionné avec celui d'une araignée, ce qui le transforme complètement. Mais contrairement à Peter Parker, sa transformation est beaucoup plus violente, plus animale. Il développe pas juste des pouvoirs classiques. Il possède une force et une agilité impressionnantes. Il a des griffes rétractables au bout des doigts, ce qui lui permet d'escalader les murs, mais aussi de se battre de manière beaucoup plus brutale. Et il possède des crocs venimeux pouvant paralyser ses ennemis. Sa vision est améliorée, il voit mieux dans le noir et ses sens sont plus développés. Contrairement aux autres Spider-Man, il ne possède pas vraiment de sens d'araignée, c'est ça qui le rend un peu plus vulnérable. Et même son costume est différent. C'est une combinaison high-tech avec des capacités avancées, notamment des ailes qui lui permettent de planer. Mais ce qui rend Miguel O'Hara vraiment unique, c'est pas ses capacités ou bien ses pouvoirs. C'est sa personnalité. C'est un personnage beaucoup plus sombre, beaucoup moins idéaliste. Là où Peter Parker représente l'espoir, Miguel représente la responsabilité poussée à l'extrême. Il fait ce qu'il faut, même si ça implique des décisions difficiles. Et dans Spider-Man Across the Spider-Verse, il est présenté comme le leader du Spider-Verse, celui qui surveille les différentes réalités et qui empêche le multivers de s'effondrer. Et c'est là qu'on comprend vraiment sa vision. Pour lui, certaines choses doivent arriver et certains événements sont inévitables et il est prêt à tout pour préserver cet équilibre. Et même si ça veut dire aller à l'encontre d'autres Spider-Man. Après les piliers du multivers, on passe maintenant aux versions les plus inattendues de Spider-Man. Et franchement, impossible de pas commencer par Spider-Ham. Spider-Ham. On va dire Spider-Ham. Voilà, parce que je sais pas parler anglais. Spider-Ham, de son vrai nom Peter Parker, il vient d'un univers complètement cartoon, où tous les personnages sont des animaux. Et dans cette réalité, c'est pas un humain qui se fait mordre par une araignée, c'est un cochon. Et à partir de là, tout devient complètement absurde. Il possède les pouvoirs classiques de Spider-Man, il grimpe au mur, il a une force impressionnante, mais surtout, il fonctionne avec des règles de cartoon. Et ça change tout. Contrairement aux autres Spider-Man, Spider-Ham peut survivre à des situations impossibles. Il peut se faire écraser, exploser, tomber de très haut et revenir comme si de rien n'était. Parce que dans son univers, les lois de la physique n'ont aucun sens. Son style de combat est complètement imprévisible. Il peut sortir des objets de nulle part, transformer une situation dangereuse en gag et battre ses ennemis d'une manière totalement ridicule. Mais malgré son côté un peu atypique et authentique, il reste tout de même un vrai héros. Et c'est ça qui est intéressant chez lui. Même si son univers est absurde, il représente quand même l'esprit de Spider-Man. Il aide les autres, il fait le bien, peu importe les circonstances. Et bien entendu, il est devenu populaire dans le film Spider-Man Into the Spider-Verse. Et là, ce qu'on peut comprendre avec Spider-Ham, c'est que c'est la preuve que le multivers n'a aucune limite. Même les versions les plus absurdes peuvent exister et avoir leur place. Et en parlant d'absurde, là, on va monter encore d'un niveau avec Spider-X. Moi, j'ai bien dit Spider-X, un Spider-Man dinosaure. Spider-X vient d'un univers où les dinosaures n'ont jamais disparu et ont évolué à la place des humains. Dans cette réalité, on retrouve une version de Spider-Man mais sous forme de T-Rex. Et malgré le concept complètement absurde, le principe reste le même. Il se fait mordre par une araignée et développe des capacités similaires à Spider-Man. Force, agilité, réflexe, mais adapté à un corps de dinosaure. Et ce qui rend Spider-X intéressant, c'est justement ce contraste. On a une créature énorme, ultra puissante, monstrueuse, mais qui agit comme un héros. Et visuellement, je trouve que ça fonctionne super bien, mais ça reste quand même authentique. Et Spider-X, c'est comme Spider-Ham, il sert à montrer une chose très importante. Dans le multivers, il n'y a aucune règle, tout est possible. Même les versions les plus improbables peuvent exister. Et on pourra retrouver Spider-X dans le film d'animation Spider-Man Across the Spider-Verse. On a vu les piliers des variantes de Spider-Man, on a vu quelques versions un peu authentiques, et là je vais vous parler d'une version, je crois que c'est l'une de mes versions préférées de Spider-Man. C'est le Superior Spider-Man. Tout commence avec Dr. Octopus qui est en train de mourir à cause de son corps en fin de vie. Et avant de mourir, il met en place un plan assez machiavélique. Il échange son esprit avec celui de Peter Parker. Peter se retrouve donc piégé dans le corps mourant d'Otto
il finit par mourir. Pendant qu'Otto, lui, prend définitivement le corps de Spider-Man. Et à partir de ce moment-là, Spider-Man n'est plus Peter Parker, c'est Dr. Octopus. Oh, ça tue. Mais avant de disparaître, Peter laisse une trace dans son esprit. Une sorte de conscience qui va influencer Otto. Ça, c'est hyper important et c'est hyper intelligent. Au début, Otto voit ça comme une victoire. Il décide de devenir un Spider-Man plus intelligent, plus efficace et surtout moins limité moralement. Et ça change tout. Il n'hésite pas à blesser violemment ses ennemis, voire même à tuer certains criminels. Ce que Peter n'aurait jamais fait. Il transforme aussi complètement Spider-Man. Il crée une armée de Spider-Bots pour sauver toute la ville. Il met en place un système de contrôle permanent et développe un nouveau costume plus agressif avec des griffes et des pattes mécaniques inspirées de ses propres tentacules. Et du coup, ça devient un Spider-Man beaucoup plus technologique, mais aussi beaucoup plus froid. Il améliore aussi la vie de Peter Parker. Il termine ses études, il obtient un doctorat et commence à construire une vraie carrière. Et petit à petit, il y a quelque chose qui change parce qu'en accédant aux souvenirs de Peter et en vivant sa vie, il commence à comprendre ce que signifie vraiment Spider-Man, la responsabilité, le sacrifice et le fait de toujours faire passer les autres avant soi. Et à la fin, face à une menace qu'il ne peut pas gérer seul, il réalise quelque chose d'important. Il n'est pas le vrai Spider-Man. Alors il prend une décision énorme. Il accepte de disparaître et rend le contrôle du corps à Peter Parker. Dans cette réalité, Peter Parker est un jeune homme qui vit dans un environnement beaucoup plus dur. Il est élevé par sa tante qui est engagée politiquement et qui lutte contre les injustices sociales. C'est pas juste un héros, c'est quelqu'un qui évolue dans un monde où les gens souffrent réellement. Et tout bascule lorsqu'il enquête sur une organisation criminelle dirigée par le Bouffon Vert. En fouillant dans un entrepôt, il tombe sur une statue étrange, liée à une ancienne divinité. De cette statue sort une araignée mystique qui va le mordre. Et contrairement aux autres versions, ses pouvoirs ne viennent pas seulement de la science. Il y a une dimension surnaturelle. Il développe des capacités comme Spider-Man, mais il est beaucoup plus violent, plus direct et surtout, il utilise des armes à feu. Et ça, c'est une énorme différence. Là où un Spider-Man classique évite de tuer, lui, il n'hésite pas à aller beaucoup plus loin pour éliminer la menace. Son univers est inspiré des films noirs, une ambiance sombre, des rues dangereuses et une criminalité omniprésente. C'est un monde où la justice est floue, où les méthodes doivent parfois être radicales. Et visuellement, il est aussi très différent. Un costume noir, un manteau long et des lunettes blanches. Un design qui renforce son côté mystérieux et inquiétant. Mais malgré cette violence, il garde une chose essentielle, la volonté de protéger les innocents. Et c'est ça qui le rend unique parce qu'il représente un Spider-Man adapté à un monde sans espoir. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, venez bastonner un gros pouce bleu en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et partagez-la autour de vous, ça va me donner de la force. Je suis aussi présent sur Instagram, donc je vais découper cette vidéo en plusieurs parties et la poster sur Insta. Et au moment où la vidéo sort, le film Spider-Man Brand New Day sort dans pas longtemps. Donc si vous l'avez vu ou si vous l'avez toujours pas vu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et aussi dites-moi si vous avez aimé la vidéo et si vous avez surtout découvert ou pas des personnages. Ça me ferait trop plaisir de partager ça avec vous, de discuter. Donc voilà, c'était Toto l'Artichaut. Heureux de vous avoir diverti. Ciao!